l'investissement, de l'optimisation pour la zaquette, la mise en place de testaments, la succession. Donc voilà, donc on accompagne vraiment leurs clients sur toutes leurs problématiques patrimoniales et on répond à leurs besoins tout au long de leur vie. Donc, par rapport du coup à l'évolution de l'entreprise, donc comme je vous le disais, hein, la première étape, ça a été le financement immobilier qui a pas mal évolué dans le temps. Donc, dans le nombre de projets éligibles, mais surtout aussi dans les conditions, hein. Au début, c'était des conditions très peu adaptées au commun des mortels. On était sur des financements très courts, une durée de 5 ans, avec des apports très conséquents, hein, qui allaient jusqu'à la moitié du financement. Et là, aujourd'hui, bah, ces conditions se sont vraiment démocratisées et on a atteint du coup des conditions classiques, hein, sur des durées qui vont jusqu'à 20-25 ans avec des coûts raisonnables. Et depuis 2018, donc, tous les produits d'épargne, SCPI, assurance vie et le plan d'épargne retraite en 2022. Donc, c'est ce produit-là qu'on va voir ensemble dans la troisième partie de l'entretien. Alors, par rapport à l'accompagnement 570 I, donc on propose aujourd'hui tout un réseau de conseillers partout en France, hein. Donc, il y en a une vingtaine, hein, qui sont vraiment étalés dans toute la France pour justement être à proximité bah, de l'ensemble de la clientèle. Une expérience de 12 ans dans le conseil financier et patrimonial. Donc, bien sûr, un conseil 100% conforme à l'éthique musulmane, hein, ça reste la ligne de conduite, hein, de l'entreprise. L'ensemble des produits ont été conçus par 570 I, puis ensuite commercialisés, hein. Donc, on est là vraiment dans l'ensemble de la conception du produit, dès la mise en place des contrats. Ensuite, bah, durant la vie du contrat, hein, pour les commercialiser. Et aussi, on les fait évoluer. Et on a également d'autres contrats qui sont en cours de préparation pour d'autres projets qui ne vont pas tarder à être présentés, des projets d'investissement, des projets de financement également. Donc voilà, donc il y a vraiment tout un travail qui est fait pour penser conforme à l'éthique musulmane. Aujourd'hui, donc, 5 bureaux physiques, donc sur Paris, sur l'île de la Réunion, sur Strasbourg et au Luxembourg. Et donc, voilà, tout un tas de conseillers un peu partout en France. Moi, d'ailleurs, aujourd'hui, depuis l'agence de Lyon. Donc, voilà, donc, on est vraiment étalé un peu partout en France. Et donc, des partenaires qui sont choisis pour leur expertise. Donc, l'ensemble de nos partenaires sont connus et reconnus, hein. Donc, c'est des multinationales voilà, qui ont vraiment une connaissance parfaite du marché. Et nous, dans nos contrats, on va simplement leur apporter l'aspect éthique plus, hein, que potentiellement ils n'ont pas. Mais après, donc, la gestion de chaque contrat, que ce soit une assurance, que ce soit un financement ou un investissement dans l'immobilier, c'est géré par un partenaire qui est expert du marché. Pour vous donner quelques chiffres, donc au total, aujourd'hui, on a un peu plus de 120 000 membres inscrits sur notre site, plus de 5 000 clients qui nous ont rejoints depuis 2010, plus de 80 millions d'euros qui ont été collectés sur l'ensemble de nos produits d'épargne et plus de 650 millions d'euros qui ont été financés via la Murabaha. Alors, on va passer du coup à la deuxième partie de cette présentation, la fiscalité en France. Donc, la fiscalité, hein, aujourd'hui en France, elle est assez complexe, hein. Euh, on dit qu'on a la fiscalité la plus complexe au monde. Et donc, on va essayer de démocratiser tout ça en quelques minutes pour comprendre l'essentiel de cette fiscalité et surtout vous aider à faire votre déclaration d'impôt avant les dates butoirs. Donc, comme on peut le voir, ces dates butoirs, donc, elles sont séparées en trois zones. Donc ça, c'est les dates, hein, pour les personnes qui font la déclaration en ligne, hein. Donc normalement, c'est la totalité des personnes, hein. Et donc pour les personnes qui résident dans le département 01 jusqu'à 19 et les non-résidents, donc les personnes qui habitent à l'étranger mais qui ont quand même une déclaration française à faire, vous avez jusqu'au 23 mai 2024, 23h59 pour déposer votre déclaration donc sur le site impôt.gouv, hein. Pour les personnes qui habitent dans le département 20 à 54 jusqu'au 30 mai, 23h59, et pour tous les autres départements jusqu'au 6 juin, 23h59 également. Pour les personnes, si jamais il y en a encore qui font leur déclaration papier,
il faut l'envoyer avant le 21 mai au soir, cachet de la poste faisant foi. Pour rappel, hein, la déclaration papier, elle est interdite hein, depuis 2 ans maintenant. Les personnes qui continuent à faire une déclaration papier risquent une amende hein, si jamais ils n'ont pas des raisons valables de la faire en papier. Donc l'impôt sur le revenu des personnes physiques, hein, souvent on entend parler d'IRPP, c'est justement cet impôt sur le revenu et c'est cette déclaration que l'on fait, donc qui est disponible depuis fin avril et jusqu'aux dates que l'on a vues juste avant. Pour comprendre comment fonctionne la déclaration, donc on vous a divisé ça en 5 étapes. La première étape, ça commence par déterminer la notion de foyer. Et donc, dans ce foyer, on va surtout déterminer la notion de part fiscale. On entend aussi parler des fois de quotient familial. Cette notion, elle est importante parce que l'impôt sur le revenu en France, il est calculé en fonction du foyer. C'est-à-dire que on a une déclaration pour l'ensemble du foyer. Un foyer, c'est tout simplement un toit hein, sous lequel on peut retrouver soit une personne célibataire, soit un couple avec des enfants, soit un couple avec d'autres personnes à charge rattachées, comme des parents ou des personnes sous tutelle, sous curatelle. On va le voir juste après, mais la notion de part fiscale, donc c'est le nombre de personnes dans ce foyer qui vont déterminer le nombre de parts fiscales. Typiquement, dans les situations lambda, si on est célibataire, on a une part fiscale. Si on est en couple sans enfant, on a 2 parts fiscales, parce qu'on est 2 adultes. Et si on a des enfants, les 2 premiers enfants rajoutent une demi-part chacun. Et à partir du troisième enfant, on rajoute une part complète. Donc, c'est-à-dire que par exemple, un foyer en couple avec 3 enfants, il aura au total 4 parts fiscales. 2 pour les parents, une part fiscale pour les 2 premiers enfants, donc qui valent chacun une demi-part, et une part complète pour le troisième enfant. Ensuite, la notion de part fiscale, en fonction des foyers, il y a plein de particularités. Si jamais il y a un handicap, si jamais il y a un parent isolé, voilà, le nombre de parts fiscales peut être vu à la hausse. Une fois qu'on a déterminé son foyer et les personnes qu'on y rattache, il va falloir donc déclarer ses revenus. Les revenus, dans la déclaration d'impôt sur le revenu, ils sont divisés donc, en différentes catégories. Et donc la catégorie la plus utilisée, bien sûr, c'est les traitements et salaires. C'est la catégorie dans laquelle on va retrouver déclarer ses salaires, mais aussi ses retraites, ses pensions chômage et ses pensions de l'armée. Donc voilà, donc tout ce qui est assimilé à des salaires est déclaré dans cette catégorie de revenus. Typiquement, quand on fait sa déclaration d'impôt et qu'on est simplement salarié, on a accès à une déclaration simplifiée où les salariés, les salaires pardon, ont été récupérés directement auprès de votre employeur. Vous devez simplement vérifier ces salaires, les valider et vous pouvez signer votre déclaration d'impôt. Au-delà des traitements et salaires, on peut retrouver des revenus de capitaux mobiliers, RCM. Donc ça va être tous les revenus qui vont être générés sur des placements. Voilà, donc des assurances vie, des placements boursiers, des placements bancaires. Ça va générer donc des revenus de capitaux mobiliers. On va retrouver la catégorie des BIC, BNC et BA. C'est les bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et les bénéfices agricoles. Donc ça, ces 3 catégories, elles vont regrouper l'ensemble des indépendants. Hein. Donc tous les indépendants qui ont leur propre société, ils doivent déclarer leurs revenus dans ces 3 catégories en fonction de leur métier. Les BIC, ça va être quasiment la totalité des indépendants. Dans les BNC, les non commerciaux, on va retrouver toutes les professions libérales, comme les médecins, les comptables, les avocats, voilà, toutes les professions libérales, infirmiers, et bénéfices agricoles, tous les agriculteurs, hein, comme son nom l'indique. Chaque catégorie, hein, il y a des règles fiscales spécifiques et voilà, donc des règles qui vont concerner autant l'impôt sur le revenu que les prélèvements sociaux. Ensuite, on retrouve les revenus fonciers. Donc là, c'est pour toutes les personnes qui ont du patrimoine immobilier et qui le mettent en location. Donc, si vous avez des biens en location, donc on va être sur de la location nue, hein, parce que la location meublée, elle, est considérée comme une activité commerciale, donc elle est dans les BIC. Et donc, voilà, dans les revenus fonciers, toutes les locations nues sont à déclarer. Donc là aussi, on retrouve plusieurs régimes. Et enfin, on a la catégorie des plus-values. Donc les plus-values, si jamais on a revendu un actif, hein, soit un actif mobilier, soit un actif immobilier.
et qu'on fait une plus-value, hein, c'est-à-dire qu'on le vend plus cher qu'on l'a nous-mêmes acheté, c'est imposé dans cette catégorie-là. Donc, en fonction de votre catégorie, vous avez une déclaration pour chaque catégorie qu'il faut compléter. Et donc, c'est en vous connectant sur le site impôt.gouv, vous pouvez cocher l'ensemble de ces catégories de revenus. Une fois que vous avez déclaré tous vos revenus, il faut déduire vos charges. Les charges, donc on retrouve essentiellement hein, les charges qui sont communes à tout le monde, hein, c'est les frais professionnels. Les frais professionnels, souvent, si vous entendez parler de forfaits ou de frais réels, tout simplement, en fait, tous les frais qui sont engagés par la personne qui est soumise à l'impôt et qui sont dans le but de son activité professionnelle sont déductibles dans la catégorie des traitements et salaires. Et donc, par défaut, l'État français propose un forfait. Hein, donc, ces frais, donc, ça englobe bien sûr les frais de déplacement hein, pour aller au travail, les frais de bouche hein, pour se nourrir à la pause de midi, voilà, les frais de télétravail, il y a les frais de tenue pour certains travails. Donc voilà, tous ces frais-là, soit on opte pour le forfait. Ce forfait, il est égal à 10% des revenus on le souhaite, on peut opter pour l'option pour les frais réels. Et là, dans ce cas-là, c'est à nous de détailler tous les frais que l'on a eus dans l'année et calculer ces indemnités kilométriques en fonction du nombre de kilomètres qu'on a aussi parcouru dans l'année pour aller au travail. Donc ça va être une des premières optimisations qui peut être faite. Voilà, à vous de faire le calcul entre vos frais réels et le forfait de 10%. Admettons un exemple chiffré, hein, quelqu'un qui a 30 000 euros de revenus, il peut soit opter pour les frais forfaits, donc il aura 3 000 euros de réduction et il sera imposé sur 27 000, 30 000 moins les 3 000. Soit il peut opter pour les frais réels. Et s'il se rend compte que les indemnités kilométriques, plus ses frais de bouche, plus ses frais de télétravail, etc., au final, il a dépensé 4 000 euros dans l'année, il pourra déclarer ces 4 000 euros et être imposé seulement sur 26 au lieu de 27 s'il avait opté pour le forfait à 10%. Donc voilà la première optimisation qui peut être faite sur l'ensemble de la catégorie des traitements et salaires. Ensuite, on va pouvoir déclarer donc, tout ce qui est pension alimentaire. Donc, les pensions alimentaires, il y a bien sûr celles qui sont légales, hein, qui ont été déterminées par un juge, notamment en cas de divorce et d'enfants qui ne sont pas à charge. Mais on retrouve également toutes les pensions alimentaires volontaires hein, que l'on verse à ses ascendants, les parents, les grands-parents ou même à un enfant majeur qui n'habite plus sur son foyer. Voilà, donc on peut déclarer. Donc pour chacune des catégories, hein, il y a des plafonds à respecter. Et voilà, donc, ces pensions alimentaires, attention, vraiment la limite, hein, c'est que si on les déclare en moins de nos revenus, donc bien sûr ça va réduire nos frais de notre côté, en théorie, si la personne qui les perçoit est domiciliée et fiscalisée en France, il faut qu'elle les déclare en plus dans sa déclaration d'impôt. Admettons, je donne 10 000 euros à mes parents qui ont des faibles revenus pour payer leur logement toute l'année. Je peux très bien leur donner et le déduire de mes impôts. Par contre, s'ils sont fiscalisés en France, ces 10 000 euros seront considérés comme des revenus dans la déclaration d'impôt de mes parents. Donc ça, voilà, c'est le petit point d'alerte sur les pensions alimentaires. Au niveau de l'épargne retraite, aujourd'hui, donc, il y a plusieurs épargnes retraite et surtout le plan d'épargne retraite qu'on va voir dans la troisième partie. C'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir le déduire dans les charges, c'est-à-dire que l'ensemble de l'épargne que l'on place pour sa retraite, ça vient en moins de ses revenus imposables l'année où on fait le placement. Donc ça va être l'optimisation que je vais vous présenter dans la troisième partie. Et ensuite, on retrouve les frais de garde d'enfant. Pour un enfant donc qui jusqu'à 6 ans, on a des frais de garde qui sont déductibles et les dons aux associations qui sont reconnues d'utilité publique, hein, qui sont éligibles donc à 75% pour les associations culturelles ou qui ont un rôle sociétal et à 66% pour les autres associations. Euh, une fois qu'on a déterminé donc, dans la catégorie 2 les revenus, dans la catégorie 3 les charges, on a donc le revenu net imposable. Ce revenu net imposable, il va permettre de calculer l'impôt brut et parfois donc, le plafonnement du quotient familial. Donc là, c'est un aspect un petit peu technique hein, de l'impôt sur le revenu. Mais les enfants qui sont rattachés au foyer, bien sûr, vont faire gonfler ce foyer. Donc, on va diviser le revenu par le nombre de personnes que l'on a dans le foyer. Mais cette règle du plafonnement du quotient familial, c'est-à-dire que
une demi-part supplémentaire, donc le premier enfant par exemple, ne peut pas optimiser votre impôt au-delà de 1700 euros par an. Donc ça veut dire que si par exemple on reprend l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure avec une famille qui a trois enfants, donc quatre parts fiscales, c'est-à-dire que le couple qui est fiscalisé, lui en réalité représente que deux parts, et les trois enfants représentent les deux autres parts. Et bien ces trois enfants, ils pourront au maximum optimiser la fiscalité des parents à hauteur de 1700 euros fois 4 demi-parts, donc deux parts, hein, ce qui fait à peu près du 3000, 3400, donc 6800 euros d'économie d'impôt maximum. Ça veut dire que si on fait le calcul de l'impôt des revenus des parents, juste avec deux parts fiscales, comme s'ils n'avaient pas d'enfants. Et si on refait le même calcul, en prenant en compte bien sûr leurs enfants, l'écart entre les deux doit être au maximum de 6800 euros. Si l'écart est supérieur, c'est là où la règle du plafonnement quotient familial va jouer. Et donc l'État français va ne pas optimiser les impôts au-delà de ce plafonnement du quotient familial, à savoir donc 1700 euros par demi-part supplémentaire dans le foyer. Ensuite, une fois qu'on a déterminé l'impôt sur le revenu, viennent toutes les réductions et crédits d'impôt. Et une fois qu'on a déduit ces réductions et crédits d'impôt, on paye son impôt sur le revenu. Alors, les réductions et crédits d'impôt, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est justement l'emploi des personnes à domicile, les frais de garde d'enfants, les dons. Ça va venir directement s'imputer sur l'impôt que l'on paye. La différence entre réduction et crédit d'impôt, c'est une subtilité, hein, mais c'est important. Une réduction d'impôt, ça vient en moins de votre impôt, alors qu'un crédit d'impôt, c'est un remboursement d'impôt. La différence, c'est que si on est imposable, on peut bien sûr réduire des impôts. On peut également bénéficier d'un crédit d'impôt. Donc, si on est imposable, les deux ont le même rôle. Par contre, si on n'est pas imposable, si par exemple on a eu moins de revenus, on a une naissance, ou voilà le fait que cette année on déclare nos revenus et qu'on n'est pas imposable, on va pouvoir bénéficier de nos crédits d'impôt, parce que c'est quelque chose que l'État nous doit. Donc, par exemple, pour les gardes d'enfants, bah, c'est des crédits d'impôt. Par contre, on ne va pas pouvoir bénéficier des réductions d'impôts. Et les réductions d'impôts, c'est typiquement tout ce qui est les dons. Les dons à des associations, c'est des réductions d'impôts. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas imposable et qui fait un don, il ne pourra pas récupérer cette partie-là en réduction d'impôts. Alors, une fois qu'on a du coup déterminé le résultat qui est imposable, hein, donc pour rappel, c'est les revenus moins les charges, ce résultat, il est imposable à ce qu'on appelle le barème progressif. Le barème progressif, c'est-à-dire que les revenus vont être imposés par palier et en fonction du foyer, je vous ai mis du coup le barème pour une part fiscale. C'est-à-dire que dans notre exemple que l'on a depuis tout à l'heure avec quatre parts fiscales, le foyer de deux parents avec trois enfants, il faut multiplier les chiffres que l'on voit ici à gauche par 4. Donc ça veut dire que jusqu'à 11 000 euros par part, le taux d'imposition il est de 0%. On n'est pas imposable. De 11 000 à 28 000 euros, on est imposé à 11%. De 28 000 à 82 000 euros, on est imposé à 30%. Et ainsi de suite. Donc 41 et 45% pour les revenus supérieurs à 177 000 euros par part. Là, souvent, ce qu'on entend, c'est un mythe que l'on entend, que, voilà, que si je vais faire quelques heures sup ou avoir une prime, bah, ça va me faire sauter de tranche et du coup, bah, ce n'est pas avantageux pour moi vis-à-vis des impôts. Bah, ça, c'est complètement faux. Ça n'existe pas. Tout simplement parce que voilà, quelqu'un qui, par exemple, a 30 000 euros de revenus à hauteur de 2 500 euros par mois, donc ça fait 30 000 euros par an, à la fin de l'année, son employeur décide de lui verser une prime de 3 000 euros. Donc, au lieu d'avoir 30 000, il va avoir 33 000 euros. C'est pas parce que voilà, il est dans la tranche à 30% que tous ses revenus sont fiscalisés à 30%. C'est-à-dire que sur les 33 000 euros que cette personne va avoir qui sont imposables, on va avoir les 11 000 premiers euros qui ne sont pas du tout imposés, ils sont à 0%. De 11 000 à 28 000, il va payer 11%. Et c'est seulement de 28 à 33 000 qu'il va payer les 30%. Donc la différence, s'il avait eu ou pas cette prime, qu'il est 30 ou 33 000, ben voilà, sur les 3 000 euros supplémentaires, certes, il va être fortement fiscalisé, il va payer 30% de fiscalité, mais c'est seulement sur ces 3 000 euros supplémentaires et pas sur la totalité de ses revenus. Donc il n'y a aucun intérêt à refuser une prime en fin d'année ou autre chose.
jamais de la vie on sera fiscalisé à plus de 100%. Donc, il y a toujours intérêt à faire des heures supplémentaires et à obtenir ces revenus en plus. Donc, les dispositifs qui vont permettre d'optimiser son impôt. Donc, on va voir, hein, le premier levier, c'est les dispositifs qui vont directement agir sur soit les revenus imposables, soit directement l'impôt. Donc, le plan d'épargne retraite, je ne m'attarde pas trop parce qu'on va le voir juste après dans la troisième partie. Les frais réels ou le forfait, donc pour les traitements et salaires. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc soit on opte pour 10% de nos salaires qui sont déduits, soit on opte pour les frais réels. Généralement, on opte pour les frais réels quand on a pas mal de kilomètres, hein, entre 20 et 30 kilomètres minimum, entre son domicile et son lieu de travail. Si on est vraiment proche de son lieu de travail ou si on s'y rend en transport, dans ce cas-là, les frais, le forfait de 10% est généralement plus avantageux. Donc ça, vous pouvez faire le test et voir ce qui est le plus avantageux dans votre cas. Les pensions alimentaires, donc ça, on l'a vu. Donc le frein, c'est que forcément, les personnes qui reçoivent ces pensions doivent les fiscaliser de leur côté. Petite optimisation, bah, si on a des parents ou des grands-parents à l'étranger, on peut très bien, donc dès lors que c'est justifié, hein, que l'on peut montrer les sommes que l'on aura versées, on peut déclarer donc, des pensions retraite à l'étranger, sachant que bah, voilà, donc, la personne qui est à l'étranger ne devra pas forcément déclarer, en plus de son impôt sur le revenu, ces revenus-là. Donc ça, c'est une vraie optimisation s'il y a des parents ou des grands-parents à l'étranger. Les déficits fonciers, donc des personnes qui investissent dans l'immobilier et qui font des travaux dans leur investissement locatif. Donc là, on ne parle pas de la résidence principale, on parle vraiment des biens qui sont mis en location ou bien de résidences voilà, qui ont vraiment un but de locatif derrière. Tous les travaux qui sont réalisés peuvent venir en moins donc, du résultat. Donc, si vous touchez des loyers, ça viendra bien sûr en moins des loyers. Mais au-delà de venir en moins des loyers, ça peut aussi venir en moins de vos salaires, hein. Admettons, j'achète un appartement à 50 000 euros hein, qui est vraiment ancien, enfin, pas en état d'être mis en location. Je décide de faire 30 000 euros de travaux dedans pour le remettre à neuf. Bah, ces 30 000 euros peuvent être déduits de mes salaires à hauteur de 10 700 euros par an. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir déduire 10 700 euros la première année, 10 700 euros la deuxième année, et ensuite la différence jusqu'à 30 000, hein, ce qui fait à peu près 8 600 euros la troisième année. Donc ça peut être une vraie optimisation pour quelqu'un qui décide d'investir dans l'immobilier. Bah, au lieu d'acheter par exemple un appartement refait à neuf à 80 000 euros, il a tout intérêt à acheter un appartement à 50 000 euros et ensuite de faire les 30 000 euros de travaux pour déduire tout ça de ses impôts. Les dons, donc les dons, bien sûr, tout ce qui est fait, tous les dons aux associations donc 1901, donc qui sont classés et reconnus d'utilité publique, sont déductibles. Donc pour les associations culturelles notamment, c'est déductible à hauteur de 75% pour les 1000 premiers euros. Ça veut dire quelqu'un qui fait une donation de 1000 euros à une association culturelle, typiquement, il va recevoir 750 euros de réduction d'impôt. Attention, on est bien sur une réduction d'impôt, c'est que si on est imposable. Si on n'est pas imposable, on ne touchera pas cette réduction d'impôt. Le deuxième levier, donc qui est un levier un peu plus doux, hein, souvent on l'oublie, on a cette volonté de vouloir optimiser sa fiscalité, c'est vraiment le but premier, donc on cherche à tout prix à baisser son imposition. Derrière, ben, on peut également tout simplement décider de placer son épargne pour générer des revenus non imposables. Et derrière, ben voilà, l'un dans l'autre, il faut mieux des fois, à défaut de vouloir baisser un impôt, ben, gagner de l'argent qui n'est pas fiscalisé derrière. Et l'un dans l'autre, ben, on peut être gagnant. Donc ça, on fait par exemple à travers d'autres produits d'épargne hein, que l'on propose, la SCPI, l'assurance vie. Donc tout ça, on pourra l'étudier lors d'un entretien individualisé si ça vous convient. Alors, on va passer du coup à la troisième partie, le plan d'épargne retraite. Et donc ça, c'est vraiment le produit qui permet de défiscaliser, donc vraiment de voir un impact direct sur l'impôt de cette année euh, en préparant votre retraite. Alors, le plan d'épargne retraite, c'est un produit qui a été lancé, donc c'est un contrat hein, qui a été lancé par l'État français
en 2019. Donc, quand on entend parler de plan d'épargne retraite, c'est la même fiscalité hein, pour tous les plans d'épargne retraite, peu importe chez qui on souscrit. Ce plan d'épargne retraite il a été lancé en 2019 et il a eu pour but de regrouper toutes les épargnes retraite, hein, tous les anciens contrats qui pouvaient exister, comme le PERP, comme le Madelin, comme le PEREN, comme le PERCO. Enfin voilà, ça regroupe tous ces contrats tout en un. Le but, ça a été de simplifier ce plan d'épargne retraite et d'inciter les Français à préparer leur retraite. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que le système de retraite, il n'est pas fiable, que tôt ou tard, bah, il va craquer et que bah, justement, il faut booster un petit peu, mettre une carotte aux Français pour qu'ils aient envie bah, de placer pour leur retraite et surtout qu'ils ne se retrouvent pas sans argent à leur retraite. Parce qu'aujourd'hui, on va le voir juste après, les revenus des rentes de retraite qui sont versées, elles vont en diminuant. D'année en année, ça va en diminuant à cause bah, du fait que bah, l'espérance de vie augmente hein, d'année en année et surtout que l'âge de légal de la retraite, bah, malgré qu'il soit revu à la hausse régulièrement, on est passé bah, là de 62 ans à 65 ans, bah, ça ne suffit pas, hein. L'espérance de vie a pris plus que 3 ans. Donc ça veut dire que les actifs aujourd'hui financent les retraites des retraités actuels. Et donc, ces actifs n'ont pas leur retraite qui est provisionnée. Donc, c'est pour ça que l'État français commence à motiver les Français à partir sur des systèmes un peu plus à l'américaine ou d'autres pays où bah voilà, il faut vraiment anticiper sa retraite et anticiper de soi-même à travers un contrat individualisé. Et c'est ce qui permettra de compléter une retraite qui sera largement plus faible dans quelques années. Concrètement, du coup, je vais vous donner des exemples chiffrés hein, de situation, un actif et un retraité. Donc aujourd'hui, un salarié non cadre hein, qui part à la retraite, donc s'il avait des revenus avant de partir à la retraite autour de 2 800 euros, sa pension retraite, elle est évaluée à 1 400 euros. Donc là, on parle d'un salarié qui a fait son taux plein, donc qui a travaillé tous ses trimestres et qui voilà, obtient sa retraite et part à la retraite à l'âge légal. 1 400 euros, ça veut dire que la perte de revenus, elle est de 1 400 euros, hein. Le taux de couverture, il est de 50%. Donc, concrètement, par rapport à vos revenus les plus élevés, donc ceux de fin de carrière, vous aurez 50% de ces revenus-là à la retraite, si vous êtes non cadre. Pour un salarié cadre, on voit que le taux de couverture, il est encore plus faible, il est à 45%. Donc, un cadre qui gagne environ 4 700 euros, en réalité, il aura une retraite autour de 2 100, 2 120 euros. La perte de pouvoir d'achat tous les mois, elle est de plus de 2 500 euros. Donc là, on voit que c'est énorme et c'est encore plus le cas pour les indépendants. Donc là, je vous ai mis un exemple pour un médecin, par exemple, qui gagne 12 000 euros par mois. Sa pension retraite, elle va être de 2 500 euros environ, donc soit 21%. La perte estimée de ses revenus, elle est à plus de 9 500 euros. Donc vous voyez que plus on évolue et plus on a des revenus confortables, plus on a besoin de prévoir sa retraite à l'avance et de mettre des contrats de retraite complémentaires en parallèle, notamment comme un plan d'épargne retraite individuel. Donc, comment ça marche, le plan d'épargne retraite? On est sur une épargne financière, hein, donc qui va travailler dans deux catégories différentes. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle le fonds défensif. C'est la partie dans laquelle on va chercher la sécurité de notre placement. Généralement, dans un plan d'épargne retraite classique, c'est ce qu'on appelle le fonds euro. Le fonds euro, concrètement, c'est de la dette de l'État qui est rémunérée sous forme d'intérêt. Donc, cette partie-là, malheureusement, elle n'est pas conforme à l'éthique musulmane. Elle est complètement en oui. Donc, nous, notre rôle, comme on a quand même besoin de ce fonds défensif, mais qu'on ne peut pas passer par un produit ribawi, on a tout simplement délocalisé cette partie-là et on investit dans des infrastructures d'État, donc qui sont l'équivalent des fonds euros, mais dans des pays musulmans, donc les pays du Golfe, les pays d'Asie du Sud, la Malaisie, l'Indonésie, qui sont aujourd'hui les plus grandes communautés musulmanes et qui sont les pays les plus développés en termes de finances conformes à l'éthique musulmane. Et ben, typiquement, quand ils vont avoir besoin d'une levée de fonds pour financer une infrastructure, un hôpital, un pont, une autoroute, une centrale nucléaire, bah, au lieu de lever de la dette, ils vont directement vendre l'infrastructure à un fonds d'investisseurs et nous, on va acheter une part de cette infrastructure qui va être rémunérée par l'exploitant. Donc ça, c'est le fonds défensif. C'est quelque chose
qui est sur le long terme, qui a une rentabilité faible, mais qui est très sûre. Donc, c'est là vraiment la partie qui va sécuriser votre patrimoine. Et on va, dans un deuxième temps, placer sur ce qu'on appelle des unités de compte. Donc, les unités de compte, c'est ce qui va venir booster la rentabilité. C'est donc essentiellement des actions, mais aussi des sous-coucs. Les sous-coucs, c'est une sorte d'obligation conforme à l'éthique musulmane. Hein. Donc, ça permet donc de placer son argent soit dans des sociétés sous forme d'actions, soit sous forme de fonds à travers des sous-coucs, donc dans des ressources, par exemple comme de l'or, du café, du pétrole, du phosphate, ou voilà, tout type de ressources. Et aujourd'hui, voilà, on va diversifier votre placement et on va le répartir sur ces deux fonds et on va vous mettre à disposition trois profils d'investisseurs. Un profil sécuritaire, un profil équilibré, un profil dynamique. C'est tout simplement trois façons de gérer votre argent. Et forcément, voilà, sur le profil sécuritaire, on sera plutôt un maximum sur le fonds défensif. Sur le profil équilibré, on va répartir vos fonds sur les deux. Et sur le profil dynamique, on mettra une part d'unité de compte un peu supérieure. Donc, qui peut souscrire à un plan d'épargne retraite? Donc, techniquement, tout particulier peut ouvrir un plan d'épargne individuel. Tout particulier, ça veut dire que typiquement, une société ne peut pas souscrire à un plan d'épargne retraite. Voilà, c'est forcément une personne physique qui souscrit à un plan d'épargne retraite. Ce contrat, il est nominatif et individuel. Donc, même si on est marié en communauté, monsieur peut ouvrir son contrat, madame peut ouvrir son contrat. Donc, il est vraiment nominatif et il est propre à chacun. Donc, voilà. Donc, chacun dans le groupe peut ouvrir son contrat, même si on est en communauté. À quelle personne, à quel profil ce plan d'épargne retraite est adapté? Des personnes qui ont une tranche marginale d'imposition supérieure ou égale à 30%. Donc, ça, c'est vraiment la généralité. Après, dans les entretiens individualisés, des fois, on trouve des personnes qui peuvent être éligibles, qui sont aussi un petit peu inférieures. Mais de manière générale, dès lors qu'on est dans la tranche à 30% ou plus, c'est intéressant. Donc, pour rappel, hein, la tranche à 30% pour une personne, par exemple, célibataire, est sur un revenu de 28 000 euros par an, donc à peu près 2 500 euros par mois. Hop. Alors, comment alimenter son plan d'épargne retraite? Tout simplement, on va avoir premièrement un versement initial. Donc, on peut verser la somme que l'on veut à partir de 1 000 euros. Hein. Pour ouvrir un contrat, c'est minimum 1 000 euros sur le plan d'épargne retraite. On peut faire également donc, des versements programmés. Donc, programmés, c'est-à-dire que on va mettre en place un prélèvement automatique. Donc, ça, c'est intéressant hein, pour les personnes qui sont fortement imposées. Parce qu'aujourd'hui, comme on est prélevé à la source, on a vu, hein, le plan d'épargne retraite va venir en moins de vos impôts. Donc, au lieu de donner dans le prélèvement à la source à l'État, vous pouvez mettre en place un prélèvement automatique qui va venir récupérer cette fiscalité et l'optimiser pour votre retraite. Et on peut faire également des versements libres. Donc ça, c'est quand vous le souhaitez. Vous pouvez donc verser des sommes complémentaires à hauteur de 1 000 euros minimum pour chaque versement libre. En plus de ces trois versements, on peut également transférer des plans d'épargne retraite. Depuis la loi PAC de 2019, l'État français a voulu simplifier du coup la gestion des plans d'épargne retraite et toutes les personnes aujourd'hui qui ont un plan d'épargne retraite, notamment avec leur employeur, hein, dans le cadre de leur emploi, c'est souvent mis en place dans les grosses boîtes. Hein, typiquement, votre employeur alimente hein, ce plan d'épargne retraite avec soit les primes, soit les 13e mois, soit l'intéressement, la participation, etc. L'optimisation qui peut être faite, c'est que vous pouvez déjà transférer tout l'actif qu'il y a sur votre plan d'épargne retraite pour le mettre dans notre plan d'épargne retraite. La plus-value, c'est que nous, on va le faire travailler de façon conforme à l'éthique musulmane. Il ne travaillera pas dans des produits ribawi ou dans des actions qui ne sont pas conformes à l'éthique musulmane. Et ça, on peut le faire donc, pour la totalité du contrat à l'ouverture. Et ensuite, on peut renouveler cette démarche-là tous les 3 ans. Donc, tous les 3 ans, on va pouvoir purger le plan d'épargne retraite qui a été alimenté par votre employeur et l'alimenter du coup directement dans le plan d'épargne retraite qui travaillera de façon conforme de notre côté. L'ensemble des anciens contrats sont aussi transférables. Donc, si vous avez des contrats Madelin, des PER, des pérennes, hein, donc les plans d'épargne retraite entreprise, on peut les transférer dans un PER.
Oui, un petit lien utile, hein, mais sur le site Info Retraite, hein, si vous avez une carrière avec plusieurs employeurs et que vous, des fois, on s'en rend même plus compte ou on oublie ses contrats, sur le site Info Retraite, c'est un site du gouvernement. Vous pouvez vous connecter avec vos identifiants Amélie ou impôt.gouv et vous pourrez retrouver tous les contrats qui sont ouverts à votre nom. Donc, c'est intéressant quand on a quitté la boîte ou qu'on ne s'en rappelle pas de pouvoir retrouver ces contrats. Hop, alors. Donc, comment on transfère un périn d'une société qui ne travaille pas de façon conforme à 576I? Bah, tout simplement, il faut d'abord ouvrir un contrat chez nous. Donc, l'ouverture, elle peut se faire pour un minimum de 50 euros, hein. Quand on est sur un transfert, voilà, on n'est pas obligé d'ouvrir avec 1000 euros. 50 euros, ça suffit. On ouvre le contrat. Ensuite, une fois qu'on a ouvert le contrat, il faudra donc nous fournir un relevé de situation. Donc ça, vous pouvez facilement l'obtenir sur vos espaces en ligne et ça va nous permettre d'avancer sur le transfert. Avec ce relevé de situation, on va vous faire préparer une demande de transfert qui vous sera fournie, que vous aurez simplement à signer. Et cette demande de transfert, elle sera transmise directement à l'assureur qui va s'occuper de l'ensemble du reste des démarches. Les assureurs vont se mettre en relation et sous quelques semaines, votre contrat sera transféré chez notre assureur qui va gérer du coup de façon conforme votre épargne. Ce qu'on conseille également, donc lors du transfert, vous allez avoir un document qui va préciser bah, quelles sommes ont réellement été versées par l'employeur et quelles sommes ont été émanent des gains qui ont été réalisés via le placement. Et voilà, donc si ces gains, on n'a pas la certitude qu'ils ont été réalisés dans une société conforme à l'éthique musulmane, nous, on vous conseille de les sortir en donation. Donc, il y a des associations qui sont spécialisées pour récupérer ce type d'intérêt. Et voilà, au moins, ça vous permet de purifier cette partie-là qui serait pas conforme à l'éthique musulmane. Au niveau de l'avantage fiscal, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Donc là, je vous ai mis une petite capture d'écran hein, que vous allez tous pouvoir retrouver sur votre déclaration, sur l'avis d'impôt, pardon, de l'année dernière, hein. Tout simplement parce que le plan d'épargne retraite, déjà, il est plafonné. On ne peut pas placer toutes les sommes que l'on veut dessus. Ce plafond, c'est 10% de vos revenus. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne 30 000 euros par an, il peut placer 3 000 euros. Ces 10%, ils sont revalorisés à la hausse à hauteur de la base hein, de la sécurité sociale, hein. Cette base, bah, on l'a juste ici. Voilà, donc pour les années précédentes, elle tournait autour de 4 000 euros. Donc ça veut dire que chaque année, chaque personne du foyer qui est actif peut placer à hauteur de 4 000 euros par part. Donc 4 000 euros pour chacun des conjoints, ce qui fait 8 000 euros par an, ou alors 10% des revenus. Si on a des revenus supérieurs à 40 000 euros, si par exemple on gagne 50 000 euros par an, ben, on peut placer 10% de ces 50 000, donc 5 000 euros sur notre plan d'épargne retraite. L'avantage la première année, si on n'a jamais fait de placement dans un plan d'épargne retraite, c'est qu'on peut utiliser le plafond qui n'a pas été utilisé ces 3 dernières années, en plus de celui de cette année. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais fait un placement du coup sur un plan d'épargne retraite va pouvoir utiliser le plafond des 3 dernières années qui sera au minimum de 16 000 euros. Parce que ça, c'est le minimum de la base de la sécurité sociale. Et si vous avez gagné plus que 40 000 euros, ce plafond va être supérieur, sachant que euh, dès lors qu'on est marié, on peut utiliser le plafond des deux conjoints. Si vous voulez ouvrir, par exemple, qu'un plan d'épargne retraite, il n'y a que l'un des deux conjoints qui est intéressé par ouvrir un plan d'épargne retraite, il peut le faire et utiliser le plafond des deux. Donc là, on pourra placer, par exemple, jusqu'à 32 000 euros maximum pour ce foyer sur un contrat d'épargne retraite. C'est 32 000 euros, donc peu importe la somme, hein, de 0 à 32 000 euros. L'argent qui a été placé sur l'année, par exemple, 2024, entre janvier et décembre 2024, viendra directement en moins de l'impôt sur le revenu 2024. Donc ça, c'est vraiment l'avantage, c'est-à-dire que quand on est, par exemple, dans une tranche marginale d'imposition à 30%, comme on l'a vu tout à l'heure, et qu'on décide, admettons, de placer 10 000 euros sur l'ensemble de l'année 2024 sur un plan d'épargne retraite, bah, tout simplement, ces 10 000 euros vont générer 30% d'économie d'impôt. Donc, on place 10 000 euros sur notre plan d'épargne retraite, donc c'est notre épargne hein, qu'on va pouvoir retrouver. Et ces 10 000 euros vont nous faire économiser automatiquement 3 000 euros d'impôt sur cette année-là. Donc, c'est un effort d'épargne concrètement de notre part de 7 000 euros. C'est-à-dire que concrètement, ces 3 000 euros
qu'on les donne dans l'impôt ou qu'on les donne dans le plan d'épargne retraite, bah, quoi qu'il en soit, il faut les donner. Et donc, notre effort d'épargne, il est en réalité que de 7 000, c'est-à-dire 10 000 moins les 3 000 d'impôts qu'on récupère. Ça veut dire que notre placement pour la retraite de 10 000 euros, il nous coûte en réalité que 7 000 euros. Et c'est là vraiment tout l'avantage du plan d'épargne retraite, et encore plus si vous êtes dans une tranche à 40 ou 45 voilà, c'est de venir neutraliser cette catégorie qui est fortement fiscalisée et la préparer donc, pour votre retraite à moindre effort, puisque c'est automatiquement déduit de la somme que vous voulez placer pour votre retraite. Voilà. Donc, les spécificités du coup de notre plan d'épargne retraite, donc l'avantage de passer par le contrat 570, bah, bien sûr, c'est la gestion ESG et conforme à l'éthique musulmane. Donc voilà, c'est vraiment la plus-value de notre plan d'épargne retraite par rapport aux autres. On va avoir une diversification. Donc aujourd'hui, on a plusieurs centaines de fonds qui sont dans lesquels on place. Donc vraiment, ça permet de lisser les risques. Si jamais voilà, il y a un fonds qui est en perte, bah, voilà, et vu qu'il y en a plusieurs centaines, bah, ça permet de rester positif sur l'ensemble. La possibilité de profil, c'est-à-dire qu'on a une gestion active. Tous les ans, on fera un point annualisé avec vous pour voir comment évolue votre épargne, quel montant vous avez placé dessus. Et vous pouvez passer par exemple d'un profil dynamique, un profil équilibré, un profil sécuritaire, en fonction de votre évolution familiale ou votre volonté de sortir les fonds. Il y a aussi donc, des fonds d'investissement qui ont fait leurs preuves, puisque les fonds qu'on utilise, ils existent depuis plusieurs années. Et donc, dans les simulations que vous pouvez réaliser sur notre site ou avec nos conseillers, on va se baser sur les 10 dernières années. Donc, voilà, on prend vraiment les 10 dernières années, sachant que potentiellement, c'est vraiment pas du tout à notre avantage, puisque, pour rappel, dans ces 10 dernières années, on a eu 2 ans de guerre en Ukraine et plus de 2 ans de Covid qui ont fortement impacté les marchés financiers. Malgré ça, les simulations qu'on vous fait qui ont des rendements intéressants prennent en compte l'ensemble de ces périodes de crise. Donc, ça veut dire que ça promet meilleur pour l'avenir. Et donc, voilà, donc ce contrat, il peut être sorti en capital de façon fractionnée, partielle ou totale. Fractionnée ou partielle, donc c'est-à-dire que notre contrat, une fois qu'on va le sortir à la retraite, soit on en retire la totalité. Si jamais, par exemple, on veut acheter un petit bien pour sa retraite, on peut retirer aussi une partie si on a un projet pour sa retraite. Et on peut également le fractionner, c'est-à-dire qu'on peut le mettre sous forme de complément de revenu, par exemple, voilà, à hauteur de 200 euros tous les mois pour venir compléter la retraite légale française qui sera peut-être un peu faible. Voilà, on peut mettre une sortie fractionnée qui viendra automatiquement d'avoir un complément de revenu à hauteur de ce que vous avez placé, plus les biens qui ont été réalisés tout au long de votre vie active. Motif de clôture d'un PER, donc le PER, de manière générale, comme son nom l'indique, il est bloqué pour la retraite. Les motifs de clôture, bien sûr, lors du départ à la retraite. Donc ça, c'est logique. Comme son nom l'indique, dès qu'on dépose son dossier de retraite et que sa retraite est validée, qu'on a le statut de retraité, on peut débloquer la totalité de son épargne sans problème. Mais il y a également d'autres cas de déblocage, notamment l'achat de la résidence principale. Donc aujourd'hui, même un jeune qui vient de sortir des études et qui commence à travailler, qui n'a pas forcément envie de placer pour sa retraite parce qu'il a plein de projets, notamment voilà, voiture, maison, etc., il peut quand même placer sur un plan d'épargne retraite pour optimiser sa fiscalité. Et quoi qu'il en soit, peut-être que dans 4, 5, 10 ans, il pourra donc débloquer cette épargne en anticipé pour l'achat de sa résidence principale. Donc voilà, donc, il ne sera pas bloqué jusqu'à la retraite. Donc toutes les personnes qui n'ont pas encore acheté leur résidence principale, c'est un des motifs de déblocage anticipé, sachant qu'il y a aussi un agrandissement de la résidence principale. Donc pour des personnes qui sont déjà propriétaires, si on décide d'agrandir, de construire une chambre supplémentaire, c'est un des motifs de déblocage du plan d'épargne retraite en anticipé. Et également tous les coûts durs de la vie courante. Donc, s'il y a une invalidité dans le foyer familial, s'il y a un décès de l'un des conjoints, s'il y a une expiration de droit d'allocation au chômage, et ça, c'est l'un des coûts durs les plus utilisés, c'est-à-dire qu'à la fin de vos droits au chômage, vous pouvez débloquer votre PER. Pour des personnes qui sont en transition professionnelle, souvent qui passent de salarié à indépendant, qui créent une SAS, souvent sans se verser de rémunération, à la fin de leur allocation chômage, ils peuvent débloquer leur PER et continuer du coup à capitaliser sur leur SAS et laisser le temps du coup à la SAS de bien démarrer. Donc ça, c'est un gros plus. Et tout ce qui est procédure de surendettement, c'est aussi un motif de déblocage. Et la cessation d'une activité. Donc si on lance une boîte qui est liquidée judiciairement,
c'est un des motifs de déblocage en anticipé. Quelle fiscalité de l'assurance retraite? Donc la fiscalité, elle va différer en fonction du motif de retrait. Donc, si on retire pour la retraite ou pour l'achat de la résidence principale, c'est fiscalisé comme des revenus. Donc, comme si on avait des revenus, voilà, qu'on avait perçu ces revenus-là, donc l'année du retrait. L'avantage, c'est que ces revenus peuvent être étalés, hein. Ils sont dans la catégorie des revenus exceptionnels et on peut les étaler du coup sur 4 années. Donc, on va pouvoir lisser la fiscalité. Si on est dans les 5 motifs de coup dur, dont par exemple la fin de droit au chômage, les versements, donc l'argent que l'on a versé dans le plan d'épargne retraite, lui, il est complètement exonéré d'impôts. Il n'y a que seulement les bénéfices sur lesquels on va payer uniquement les prélèvements sociaux. Donc pas d'impôt sur le revenu, que les prélèvements sociaux à hauteur de 17%. Donc ça, c'est un gros avantage, hein, pour les personnes qui sont en transition professionnelle. Ça peut être une belle optimisation. Et voilà, donc généralement aussi pour la retraite, c'est toujours une belle optimisation, tout simplement parce que, on l'a vu, hein, les revenus de retraités sont beaucoup plus faibles que les revenus d'actifs. Et donc, généralement, on a baissé de tranche marginale à la retraite par rapport à notre vie active. Donc là, je vous rappelle donc les montants minimums, hein, pour le versement initial, donc 1 000 euros. Pour les versements programmés, donc on peut mettre 50 euros par mois, 300 euros par trimestre ou 600 euros par semestre. On peut stopper ou modifier à la hausse ou à la baisse ces versements comme on le souhaite, hein. Et le versement libre, donc c'est minimum 1 000 euros à chaque versement. Le parcours de souscription, donc, il est simple. Il faudra donc prendre un entretien avec un conseiller dans un premier temps. Ensuite, donc, la souscription, elle se fait via directement avec l'intranet de l'assureur. Donc, on complète un bulletin de souscription qui est signé électroniquement et qui part automatiquement chez l'assureur. Et sous une semaine, votre placement pourra prendre effet et commencer à travailler. Voilà, donc on va vous mettre à disposition sur le chat donc, le lien d'un agenda si vous souhaitez prendre un rendez-vous personnalisé. Et là, donc, on va passer à la partie questions-réponses pour les minutes qui nous restent. Alors, vous pouvez donc directement poser vos questions via le chat, hein. Je vais y répondre. Quel est le montant maximum que l'on peut donner pour une pension alimentaire? Alors, ça va dépendre de la catégorie de personnes. Si c'est pour un enfant, donc on est à 4 000 euros maximum. Pardon, on est à 6 000 euros maximum pour un enfant qui ne travaille pas. Si c'est un enfant qui ne travaille pas, qui est marié et que ce conjoint ne travaille pas, donc c'est le double, hein, c'est 12 000 euros. Et pour les parents et grands-parents, donc il n'y a pas qui ont des faibles revenus, hein. Donc les faibles revenus, c'est moins de 18 000 euros par an. Donc si c'est des parents ou des grands-parents qui ont moins de 18 000 euros par an, il n'y a pas de plafond, hein. On peut donner autant que l'on veut, tant que c'est justifié. C'est-à-dire que si par exemple on loue un logement à 2 000 euros par mois à nos parents, on peut déduire 24 000 euros de notre pension retraite, de notre revenu imposable. Voilà, il n'y a vraiment pas de maximum à ce niveau-là. Même question pour les dons. Donc, les dons, pareil, donc il n'y a pas de maximum pour la donation. Pour la réduction d'impôt au niveau des dons, il ne faut pas que ça dépasse un quart de votre impôt. C'est-à-dire que si votre impôt, il est admettons, de 10 000 euros, la réduction d'impôt pour donation, elle sera au maximum de 2 500 euros. Donc, un quart de vos revenus. Tous les projets de loi Pinel, LMNP, est autorisés dans la finance islamique? Alors, loi Pinel et LMNP, c'est des investissements locatifs, hein, qui sont faits, pour le Pinel dans du neuf et dans le LMNP, donc ça peut être dans tout type de bien. Le LMNP et le Pinel, il n'y a aucun problème à acheter ce type de bien, hein. C'est dans le mode de financement, hein, qu'on va avoir des limites, c'est-à-dire voilà, il faut soit les payer comptant, mais surtout pas faire de crédit pour financer ces projets et pas non plus de prêt à taux zéro, hein, parce que ce n'est pas conforme à l'éthique musulmane. Donc voilà, donc vous pouvez très bien acheter un Pinel, même si ce n'est pas très, très avantageux fiscalement et financièrement parlant. Le LMNP, par contre, oui, c'est très intéressant. Et ça, bah, ouais, vous pouvez tout à fait faire un entretien personnalisé. On vous conseillera à ce sujet-là, mais c'est conforme à l'éthique musulmane. Pour les indépendants, donc la perte de combien elle est? La perte, donc j'imagine, hein, entre les revenus d'actifs et de retraités, en moyenne, c'est 70% de perte, hein. Donc, c'est-à-dire qu'un indépendant qui va avoir, par exemple, 5 000 euros par mois de revenus,
en fait, on enlève 70%, donc il va lui rester à peu près 1 500 € de retraite. Ça reprend l'exemple, hein, que j'ai donné pour le médecin. Plus on a des revenus élevés, plus ce pourcentage il augmente, hein, de perte. Un médecin qui gagnait 12 000 €, il avait une retraite de 2 500 €, soit une perte de quasiment 80%. Et bien sûr, donc ces taux de retraite, donc ça, c'est les simulations qu'on vous a fait au moment où on parle, mais ces taux, ils continuent de baisser, hein. Donc les taux de transformation à la retraite, ça continue de baisser au fur et à mesure que l'espérance de vie augmente, hein. Donc, le fonds défensif sous Cook, oui, en effet. En effet, donc, on retrouve des sous Cook et dans le fonds défensif et dans le fonds action. C'est-à-dire que la sous Cook, c'est l'obligation islamique. Donc, en fonction de ce qu'elle va financer, si on est sur des infrastructures, donc de l'immobilier, des sous Cook immobilières, dans ce cas-là, bah, ça fera partie du fonds défensif. Si on est sur des sous Cook de ressources, de produits financiers, là, on va être plutôt dans la catégorie unité de compte. Donc, on retrouve des sous-coupes dans les deux fonds. Voilà, donc il y a vraiment dans les deux catégories, on retrouve ces sous-coupes. Quel est le montant idéal de l'année pour souscrire à un terrain? Euh, alors, j'ai pas très bien compris la question, mais concrètement, le calcul du périn, bah, il va être dans la partie, hein, qui va dépasser la tranche marginale à 30%. C'est-à-dire que tous les revenus qui sont dans la tranche marginale à 30% sont intéressants d'optimiser via un périn. Après, bah voilà, donc le montant idéal, bah, ce sera en fonction de ce que vous voulez mettre, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que l'épargne est bloquée jusqu'à la retraite. Donc voilà, donc en fonction de ce que vous voulez mettre, dès lors que c'est dans la tranche à 30%, donc que ça dépasse 28 000 € par part, c'est intéressant de placer dans du périn. Donc jusqu'à hauteur maximum, un des plafonds que vous pouvez placer. Donc ça, vous le retrouvez directement sur votre avis d'impôt. Hop, alors, est-ce que si j'ai des frais kilométriques qui me sont remboursés par l'employeur, je peux aussi les déduire en frais? Non, malheureusement non. Donc tout ce qui est remboursement de frais de l'employeur, on ne peut pas les déduire en frais réels. C'est le cas, bah, pour les frais kilométriques, c'est le cas, bah, par exemple pour les frais de bouche. Si on a des tickets resto ou si on a une cantine dans notre employeur, mis à disposition par notre employeur, on ne peut pas les déduire. C'est le cas, par exemple, pour voilà, tous les frais de travail. Alors, aujourd'hui, il y a le forfait télétravail à hauteur de 2,50 € par jour qui peut être déduit. Ça on oublie souvent, mais avec le télétravail, donc on peut déduire 2,50 € par jour de télétravail. Donc, si on travaille 100 jours de télétravail, on peut déduire 250 €. Mais voilà, tous les frais qui sont pris en charge par l'employeur, forcément, ils ne sont pas à votre charge, donc vous ne pouvez pas les déduire. Ou alors, vous déduisez que la partie qui est à votre charge. Donc, si la moitié de vos frais kilométriques sont pris en charge, vous pouvez déduire la moitié que vous payez. On doit déclarer les biens immobiliers à l'étranger. Oui, 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 donc ça fait partie des nouvelles règles, hein, depuis 2 ans. On doit déclarer donc tous nos actifs à l'étranger. Donc ça, vous avez l'étape, hein, qui apparaît directement dans votre déclaration d'impôt, autant pour les comptes bancaires que pour les biens immobiliers. Dans la déclaration d'impôt, on considère la SCPI comme FPI, donc fonds de placement immobilier. Donc la SCPI, elle est considérée donc dans les revenus fonciers, donc dans la catégorie des revenus fonciers. Et c'est une déclaration de revenus fonciers au réel. Donc si vous avez une SCPI, hein, normalement, sur votre espace en ligne, on vous met à disposition directement les chiffres qui sont reportés, hein, dans votre déclaration d'impôt. Et vous pouvez donc prendre rendez-vous avec un conseiller pour qu'on voit ça ensemble. Mais ça fait partie des revenus fonciers du coup. Je vis à l'étranger, j'ai une maison en France, je passe mes vacances. J'ai une maison en France où je passe mes vacances et un placement SCPI dans votre société. Dois-je faire une déclaration d'impôt? Alors, peu importe votre situation, si vous avez des SCPI, étant donné que les actifs immobiliers sont en France métropolitaine, vous avez une déclaration d'impôt française à réaliser pour les revenus de la SCPI. Hein. Quand on est dans un bien immobilier, c'est le lieu du bien immobilier qui détermine la fiscalité. Quand on est sur des salaires ou sur des revenus indépendants, si vous avez une société à l'étranger, c'est le lieu des revenus. Mais en l'occurrence, dans l'immobilier, c'est le lieu des résidences. Et comme on n'a que des résidences en France pour la SCPI, vous devez faire la déclaration d'impôt française pour vos revenus SCPI.
Hop, il est 20 heures, je prends encore quelques questions et ensuite on va couper. Donc, si j'ai bien compris, le plafond de versement dans le Perrin est limité à 10% des revenus tous les ans. C'est ça, c'est 10% des revenus tous les ans, sauf la première année où vous pouvez utiliser les 10% des 3 dernières années. Donc, vous avez à peu près 40% de vos revenus si vos revenus sont assez stables. Et vous pouvez utiliser et les 10% qui vous correspondent et ceux de votre conjoint. Si je décide d'acheter une deuxième maison, puis changer de résidence principale, secondaire, oui, donc si on est propriétaire de sa résidence et qu'on change de résidence principale, on peut débloquer son PER, hein. C'est pas que la première, c'est pas que le premier achat de résidence principale, c'est tout simplement un achat de résidence principale ou un agrandissement de cette résidence. Donc, si on déménage, qu'on met la résidence dans laquelle on habite en location ou qu'on la revend et qu'on change de domicile, on peut très bien redébloquer son PER et ça peut se renouveler aussi plusieurs fois tout au long de sa vie, hein. Il risque que l'État puisse confisquer en cas d'urgence absolue le livret A. Donc, le livret A et de manière générale, hein, tous les produits d'assurance et bancaire, avec la loi Pacte de 2019, ils peuvent être gelés. Ah, donc, ce n'est pas confisqué, mais c'est gelé. C'est-à-dire que pour éviter des crises où on a une conjoncture économique instable et justement bah, que tout le monde veuille récupérer ses fonds, ça aggraverait la situation. Bah, la loi Pacte de 2019 permet de justement bloquer les contrats, donc bloquer vos comptes courants, les livrets A, les assurances comme les plans d'épargne retraite, les assurances vie. Donc votre épargne vous appartient, simplement vous n'avez plus le droit de le retirer et ça évite de se retrouver dans la situation de la Grèce il y a quelques années où tous les gens veulent récupérer leurs actifs et ça plante du coup le pays. Quel bénéfice génère un placement sur PER avec un montant X? Donc, un placement sur en PER, donc c'est pardon, c'est le profil sécuritaire. Le profil sécuritaire, on est à 4% de rentabilité annualisée. Donc voilà, 4%, peu importe le montant. Donc, si je vous donne un exemple chiffré, si vous placez 10 000 euros sur un PER, c'est 400 euros par an qui vont être capitalisés. Sachant que voilà, le profil équilibré et dynamique, ça monte à 6 et 8%. Quels sont les rendements des dernières années donc, de votre PER? Donc, 4, 6 et 8%, ça c'est la moyenne des 10 dernières années. En réalité, nous, depuis qu'on a créé notre PER, du coup, en fin 2021, on est largement au-dessus, mais voilà. Donc, on se base vraiment sur la moyenne des 10 dernières années pour faire des simulations. Le montant idéal de l'année, pas le montant idéal. Je n'ai pas très bien compris la question, mais ça, on pourra l'étudier dans un point individuel. Les primes que nous verse l'entreprise sont placées sur Amundi, puis je les transfère sur un PER. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, si l'entreprise vous aurez un contrat sur Amundi, nous on pourra donc transférer la totalité de ce contrat chez nous. Les gains qui ont été réalisés, ben, on vous conseillera de les donner à une association. Les versements qui ont été versés par votre employeur, donc tous les avantages, ceux-là, vous pouvez les garder et les faire travailler du coup chez nous. Et régulièrement, tous les 3 ans, on pourra transférer et donc voilà, solder le compte Amundi et le transférer sur votre plan d'épargne retraite 576. Les frais de télétravail peuvent être déclarés même si notre employeur nous verse une indemnité de télétravail. Non, hein, ça reste la même règle, hein. Donc, tous les frais qui sont pris en charge par l'employeur, qui ne sont pas à votre charge, ne peuvent pas être déclarés. Mon fils est étudiant à Paris, il a un studio depuis septembre, puis-je déclarer avec moi pour avoir une réduction d'impôt? J'ai fait des travaux de clôture, etc., de local, un garage. Ok. Donc, tous les travaux qui concernent la résidence principale, ils ne sont pas déductibles. Et pour le paiement du studio de votre fils, donc il n'est pas dans le foyer. S'il n'est pas dans le foyer, vous pouvez déclarer les charges de ce studio à hauteur de 6 000 euros. S'il n'a pas de revenus, hein. S'il est actif et qu'il a des revenus, vous ne pouvez pas déduire ces charges-là. Lorsque l'on débloque son argent du PER, il n'y a aucune fiscalité qui s'applique sur ce montant. Bah, ça va dépendre du motif de déblocage, hein, on l'a vu. Donc, si c'est un motif de déblocage pour l'achat de la résidence principale ou pour la retraite, on a une fiscalité. Par contre, si c'est un motif pour fin de droit au chômage ou un coup dur de la vie courante, on n'a pas de fiscalité, on a seulement les prélèvements sociaux sur les gains qui sont réalisés.
Combien faut-il d'années pour ne rien payer sur l'argent du PER et les bénéfices quand on va les récupérer? Il y a pas d'année max, enfin, il y a pas de durée de, enfin, il n'y a pas de, ouais, d'exonération fiscale en fonction des années. C'est pas comme l'assurance vie, hein. Voilà, c'est au niveau de l'assurance vie où au-delà de 8 ans, on fait disparaître l'impôt sur le revenu. Ça, c'est pas le cas pour le PER puisque, en fait, concrètement, si je réponds à votre question, c'est dès la première année. C'est-à-dire, dès la première année, en fait, on va vous supprimer la fiscalité, mais cette fiscalité, du coup, bah, ce gain fiscal, bah, il sera décalé dans le temps et il sera imposé bah, au moment où vous allez retirer les fonds. Les frais de cantine scolaire et garde périscolaire sont-ils déductibles des impôts? Oui, tous les frais de garde d'enfants sont déductibles. Par contre, la cantine, non. La cantine, non, c'est pas déductible, mais les frais de garde sont déductibles. Parfait. Bah, on a répondu, je pense, à l'ensemble des questions. En tout cas, voilà, n'hésitez surtout pas à prendre un entretien si vous avez, si vous voulez plus de renseignements par rapport au plan d'épargne retraite, si vous voulez qu'on passe un point individualisé. Et, euh, et sinon, bah, voilà, je vous remercie pour votre attention et rendez-vous à très bientôt, Inch'Allah, pour le prochain webinaire. Merci à vous. À bientôt. Salam alaikum.